Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui au lendemain des championnats du monde pour parler bien évidemment du sacre de Julien Alaphilippe, le deuxième sacre de celui qu'on appelle Loulou, le roi du Wolfpack, le roi du cyclisme au royaume du cyclisme, si on peut le dire ainsi, tant la Belgique a montré toute la ferveur et à quel point ce pays aime le cyclisme, on en reparlera. Et donc Julien Alaphilippe, premier français à conserver son titre de champion du monde, 7ème coureur dans l'histoire à conserver son titre de champion du monde après 3 Belges, 2 Italiens et Peter Sagan. On va revenir bien évidemment sur ces mondiaux, la course homme qui s'est décantée très tôt, la tactique des Français, comment Alaphilippe est allé chercher son deuxième titre de champion du monde, son deuxième titre consécutif. Puis on évoquera également les autres nations, la course dames et aussi un petit mot sur Paris-Roubaix qui arrive dès le week-end prochain. Et donc pour présenter tout ça, j'accueille avec grand plaisir 3 de nos spécialistes du groupe Eto. Johan pour commencer, salut Johan. Salut Mathieu. On est également avec Geoffrey, notre roi des pavés, salut Geoffrey. Salut, bonsoir à tous. Alors juste Geoffrey, avant qu'on parle de Paris-Roubaix, depuis avril 2019, t'as fait combien de reconnaissances des pavés, toi qui habites à côté? Ça dépend lesquels. J'ai fait quelques pèlerinages à pied pendant les confinements, comme c'était dans un rayon suffisamment proche de chez moi. Et puisque je passe tous les jours en allant travailler devant la Trouette d'Arambert, je me suis arrêté aux 2 extrémités de temps en temps. Parfois je fais un petit détour par le pont Gibus, quand il y avait des travaux dans le centre de Wallers. Il y a pire comme trajet pour aller au boulot, ça c'est sûr. Et on complète l'équipe avec Louis. Salut Louis. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et bien voilà, vous connaissez le programme. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans ce qui s'est passé dans la course, etc. Déjà, ce mondial, la course homme qu'on a eu dimanche, comment vous l'avez trouvé? C'était quand même incroyable, non? Il y a eu des gens, faudra remonter dans l'histoire, mais est-ce que c'est le plus beau mondial de l'histoire ou pas? Parce qu'on sait que le mondial, c'est une course en circuit, souvent une course d'attente et une course tactique. Là, ça a été une vraie course flandrienne, comme un Ganvegem par exemple, où il n'y a pas vraiment de coureur sous la réserve, où on voit des favoris attaquer à 50, 60 bornes de l'arrivée. Donc ouais, ça a été une très très belle course. Je pense que ça a surpris un peu quand même que ce soit autant débridé, mais là, les organisateurs auraient pu être très contents s'il y avait une autre finalité, mais c'est une très très belle course. Ouais. Tu t'attendais à ce que ça bouge autant Je m'attendais pas à ce que ça bouge aussitôt. Je m'attendais à ce que les Français fassent tout péter dans les monts sur le circuit flandrien, ce qui bouge aussi loin de l'arrivée, et pas avec des coureurs du calibre de Cosnefroy ou de Turgis. Puis même à ce moment-là, moi je me pose des questions, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? S'ils vont casse-pipe, c'est pas le parcours des champions d'Europe, quoi. Mais peut-être un peu comme tu disais que ça parte dans le circuit flandrien, mais sur le deuxième passage, pas sur le premier, quoi, en quelque sorte. oui, pas sur le premier, même avant le premier passage des Flandriens, ils sont repartis. Mais après, oui, ce qui a bien réussi, c'est que tous les autres nations ont suivi, quoi, derrière. Donc ça a donné une belle course. Geoffrey, Johan a lancé la question, est-ce que c'est le plus beau mondial de l'histoire ou un des plus beaux? Qu'est-ce que tu en dirais, toi? Le plus beau, après ça dépend ce qu'on prend comme référence, parce qu'il y a plusieurs mondiaux qui sont mythiques. Je veux dire, quitte à évoquer un mondial mythique avec un Français qui gagne, il y a celui de Salanches, qu'on ne peut pas vraiment comparer, parce que ça a pété de très loin, il restait quasiment plus de coureurs à l'arrivée. Enfin, il y en a eu beaucoup. Le plus beau, c'est compliqué à dire. Un des plus beaux, oui. Un des plus mémorables, forcément. Je veux dire, une course qui se lance à 180 bornes de l'arrivée, il n'y a que dans les Flandres qu'on peut avoir ça. Mais surtout, moi, ce qui m'a fait du bien, c'était le public. On va en revenir tout à l'heure. On disait dans l'introduction, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de Paris-Roubaix ou presque. Le Tour des Flandres, on l'a eu, mais on a eu des Tours des Flandres avec personne à Quarmont, ce qui faisait bizarre, quoi. Alors que là, sur tout le long du trajet, 2-3 rangées de spectateurs sur le côté, derrière son écran de télévision, on pouvait sentir la bière. C'est vraiment le cyclisme des Flandres. Et ça faisait plaisir. Louis, de ton côté, tout ce qui s'est passé dimanche, comment tu as trouvé ça, toi? C'était une très belle après-midi de vélo.
autant des fois, en tant qu'acharné de vélo, on peut regretter de se coltiner toute la longueur de l'étape d'une course de 250 km. Voilà, ceux qui regardent l'intégralité d'un Milan-San Remo savent ce que c'est. Mais là, pour le coup, c'était pas du tout un regret. C'était vraiment magnifique. Une course débridée sur les 200 derniers kilomètres. C'était tout ce qu'on attendait ou presque. On savait que ça allait décanter de loin, mais peut-être pas d'aussi loin. Et franchement, c'était du très très beau spectacle. Et l'ambiance, justement, vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de ferveur sur les différents circuits, sur les bords de route? On savait quand même, quand on va en Belgique, on sait très bien qu'ils savent mettre l'ambiance. Et de toute façon, que ce soit en Belgique ou en France, il y a toujours un clan de Belges qui vient mettre l'ambiance. Et on savait très bien comment les corps allaient être accueillis là-bas. Johan, toi, les supporters belges, ils t'ont pas déçu non plus? Oh, oui, c'était joli à la télé, il y avait les drapeaux. Moi, après, c'est plus quand t'es coureur et que t'es dans l'ambiance, et ça doit leur faire beaucoup, beaucoup de bien, quoi, d'avoir une grosse ferveur. Après, moi, de loin, comme j'y suis pas et que j'étais pas sur place, ça me touche forcément moins. Ce sera plus quand il y aurait de nouveau des courses dans la région et que j'aurais beaucoup de public et des choses comme ça. Mais de loin, moi, en tant que spectateur, c'est plus la course qui m'intéresse forcément. En tout cas, c'était quand même on peut dire qu'on a pris notre pied quand même à regarder cette course avec toute cette ferveur aussi qui a aidé. Hein. C'était pas comme Geoffrey l'a dit, les passages notamment sur le Tour des Flandres qui étaient à huis clos. C'est pas pareil, ça donne un petit cachet en plus à cette course. Passons à la course à présent justement avec, pour commencer quand même, on va parler des Français, le titre de Julien Alaphilippe bien évidemment. Alors Julien Alaphilippe, on a pu compter, hein. Il a attaqué 4-5 fois au total. Il a la première attaque dans le Beekestrat à plus de 50 km de l'arrivée. Est-ce qu'on peut dire que dimanche Alaphilippe c'était le jour de gloire pour lui, le jour de grâce? C'était peut-être le meilleur jour de sa carrière, quoi. Moi, dans ma tête, il y a le contre-la-montre à Pau sur le Tour 2019 qui vient aussi en tête, mais là, physiquement, il était 3 jambes au-dessus de tout le monde. Il attaque sans arrêt. Au bout d'un moment, tous les adversaires peuvent plus y aller et puis il part tout seul. Il y a un groupe qui part en chasse derrière, le groupe bloque, il peut pas revenir non plus. Enfin, c'est très très impressionnant. Je pense que autant la première attaque était prévue a priori dans le briefing et assez prévisible. Et ça montrait juste qu'il était dans les plus forts et que ça allait. Les attaques qu'il a mis derrière, comme commençait à se poser des questions, est-ce qu'il n'en fait pas trop, est-ce qu'il joue pas la carte Sénéchal, tout ça. Et puis non, finalement, c'était sa carte à lui, et il était irrésistible. Geoffrey, Louis, Alaphilippe, il a jamais connu de jour aussi fort dans sa carrière? Alors pour moi, jusqu'à dimanche matin, je pensais que le jour de grâce d'Alaphilippe, c'était l'arrivée au Tourmalet, où il fait deuxième derrière Pinot. Où là, pour moi, c'était le summum de sa carrière, même s'il n'y avait pas eu la victoire au bout. Mais ouais, là, dimanche, il m'a remis un petit peu le doute. C'était impressionnant. Et ouais, c'est vrai que là, je pense que ça vaut avec le contre-la-montre de Pau et l'arrivée au Tourmalet. Et justement, toutes ces attaques d'Alaphilippe, voilà, il a attaqué à de multiples reprises, on l'a dit. Vous n'avez pas eu peur à un moment qu'il en fasse trop, vraiment, que ça soit trop? Moi, j'avais pas peur qu'il en fasse de trop, parce que je pensais que justement, il attaquait dans tous les sens pour réduire le peloton et que ça fasse le boulot pour que Sénéchal règle le groupe au sprint à l'arrivée. Donc, je me disais pas, il en fait trop, il aura plus d'énergie dans le final, parce que jusqu'au dernier tour, je croyais que l'équipe de France courait pour Sénéchal, justement, et pas pour lui. Johan? Moi, c'était pareil. Enfin, je le vois attaquer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me dis non, mais il joue pas sa carte. De toute façon, là, c'est complètement con ce qu'il est en train de faire. Donc, oui, je me disais, bon, il y a Sénéchal qui est derrière. C'est un peu bizarre de jouer la carte de Sénéchal tout seul, mais bon, ok, on est parti sur ça. Et non, pas du tout. Après, il attaque 1 fois, 3 fois. Et au bout d'un moment, les autres peuvent plus suivre. Et on se dit, ah oui, en fait, il peut aller gagner, quoi. Donc, c'est assez impressionnant, quoi. Surtout que ça allait dans le cadre de la tactique de l'équipe de France qui avait beaucoup, beaucoup attaqué. On se demandait est-ce qu'ils en font pas trop. Quand tu as le leader qui a les jambes qui poursuivent, c'est ça qui marche. Hein. Et au final, est-ce que le fait d'attaquer constamment à outrance et de lâcher tout le monde à chaque fois quand tu attaques, est-ce que ça contribue pas aussi à insuffler un peu un état d'esprit chez tes adversaires, à dire à tes adversaires que tu as des jambes de feu, tu es très fort, que quoi qu'il arrive, tu es presque invincible? Au-delà de ça, il peut y avoir aussi le fait, le mec qui attaque 3-4 fois aussi loin de l'arrivée, on va se dire, bon, ils ont déjà sacrifié Cosnefroy ou d'autres avant, ça continue à balancer plein d'attaques, ils cherchent à cramer le peloton pour qu'il reste un sprint et éventuellement on peut se dire qu'on va pas le suivre, comme quand Evenepoel attaque
suit l'attaque de Cosnefroy très loin et qui se retrouve à être devant, on se dit bon bah ouais, s'il attaquait dans le filet, on l'aurait suivi, mais là il n'est pas spécialement en train de jouer sa carte, donc on peut le laisser prendre un petit peu de temps et on ajustera dans le final. Le fait qu'il attaque d'aussi loin, ça a pu lui permettre de creuser l'écart quand il est reparti dans le final, parce que peut-être que certains adversaires pensaient que c'était une attaque dans le cadre d'une stratégie collective et pas uniquement pour lui. Louis, sur les attaques d'Alaphilippe et ce que ça a pu engendrer par rapport à ses adversaires. Bah, on sait très bien que Julien excelle dans l'exercice d'enchaîner les efforts courts et intenses. Voilà, c'est l'homme. Je pense que c'est le coureur qui résiste le mieux au niveau lactique. Bon, il y en a deux. Voilà, il y a derrière des mecs comme Van Der Poel sont également très réputés dans le domaine, mais non, pas surpris. Voilà. Et puis Julien, il a je sais pas si on peut parler de bonus championnat du monde, mais quand il se fixe un objectif, il arrive à être au top du rendez-vous. Et je pense, bah, voilà, c'est ce qui a fait également la différence sur ces attaques. C'est comme ça que tu expliques justement le fait que Alaphilippe, dimanche, on l'ait vu beaucoup plus puissant, incisif que lors de ses dernières sorties, le fait qu'il s'est préparé à 100% sur ses mondiaux. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Et au final, ça fait un peu comme l'an dernier où le Tour de France était un peu en demi-teinte. Bon, il y a eu la première victoire à Nice. Je pense qu'il est arrivé dans les mêmes conditions, mais avec un peu une préparation similaire. Voilà, les courses avant étaient un peu moins flamboyantes, notamment que la prime classique, c'était pas top, mais voilà, le jour J, Julien, c'est un homme de rendez-vous et quand le rendez-vous arrive, bah, il est présent. On peut quand même avoir une petite pensée pour Lefebvre qui râlait contre Alaphilippe parce qu'il allait faire 40 bornes avant les semi-classiques belges dont tout le monde se moque dans une équipe aussi grosse que De Koninck. Ouais, c'était notamment sur la Primus classique que Sénéchal avait remporté. Oui, voilà, Alaphilippe qui va rouler 40 bornes avant et du coup Lefebvre, Alaphilippe n'est pas sérieux dans ce qu'il fait, il se prépare pour une autre course, il ferait bien d'être concentré sur ce qu'il a à faire. Et sauf que là, la course d'Alaphilippe donne totalement raison à Alaphilippe d'avoir vraiment focalisé sur le mondial et d'avoir vraiment préparé cette course de manière totale par rapport par exemple à Wout van Aert qui a peut-être perdu trop de jus sur un tour de Grande-Bretagne où il s'est amusé à jouer le général. Par exemple. D'un autre côté, le jour où Patrick Lefebvre râlera pas, on pourra faire une croix dans le calendrier. Disons que c'est un petit peu sa marque de fabrique, oui, au patron de Le Koninck Quick-Step, ça, de râler. Il fait parler de lui comme ça, on va dire. Et justement, Geoffrey, alors, t'étais pas avec nous la semaine dernière pour présenter ces championnats du monde et parler des favoris. L'avant-mondiaux d'Alaphilippe, t'avais pas inquiété justement, toi? Bah, je vais reprendre le même avis que j'ai dit sur la course qu'il faisait en cours de route. Il m'avait pas inquiété plus que ça parce que je voyais en Sénéchal quelqu'un d'éventuellement plus apte à briller pour l'équipe de France. Je m'attendais pas à voir un scénario aussi bordélique aussitôt. Je pensais que ça allait péter dans le passage des monts, mais dans le passage autour d'Overreise. Mais je pensais que ça allait bouger dans le second et pas dans le premier, qu'il allait y avoir une sélection progressive qui allait se faire de l'arrière, mais pas que ça allait bouger d'aussitôt. Et donc je pensais qu'on aurait un titre qui soit un coureur qui tient de quelques secondes devant les autres, sinon un sprint en petit comité entre 8 et 15 coureurs. Et dans ces conditions, vu sa forme du moment, je voyais bien Sénéchal comme un grand candidat à faire un grand résultat. Et c'est en ça que le fait qu'il soit en dessous d'un Van Aert au Tour de Grande-Bretagne, par exemple, m'inquiétait pas plus que ça. Parce que je voyais justement en Alaphilippe un atout énorme pour attaquer de loin et faire tout péter et que Sénéchal est derrière la course tranquille et qu'il puisse se contenter de suivre les roues pour être prêt pour le sprint. Donc l'avant-course vraiment, l'avant-mondiaux d'Alaphilippe, je m'attendais pas à le voir aussi fort. Mais ça m'inquiétait pas de ne pas le voir aussi fort non plus. C'est vrai que la semaine dernière, quand on avait parlé des prétendants à la victoire et notamment des meilleures chances françaises, vous nous aviez plutôt dit des coureurs comme Sénéchal, Cosnefroy, Laporte. Et finalement, il me semble que vous n'aviez pas trop parlé d'Alaphilippe, vous le mettiez un peu un cran en dessous. Je rebondis sur un autre point qui avait fait un petit peu débat, c'était sur la tactique de l'équipe de France. Johan, notamment, tu défendais une course défensive de la part de l'équipe de France. On peut dire que là, ils t'ont donné complètement tort sur la façon de faire avec cette course débridée lancée extrêmement tôt. Bah après, c'est facile d'avoir raison quand tu gagnes et que tu as un coureur qui est 3 jambes au-dessus. Parce qu'on pourra aussi dire que, par exemple, la tactique de l'équipe de France, si tu n'as pas un Alaphilippe derrière qui est capable d'assurer, c'est aussi une manière de griller des cartes très solides comme
Cosnefroy, comme Turgis, comme Laporte, au lieu d'essayer de les garder dans un final où tu peux jouer sur plusieurs cartes à la fois. Donc même si tu isoles les Belges, même si tu isoles les Italiens, ça veut dire que tu es dans une tactique de tout pour Alaphilippe et on va essayer de tout faire péter, on va essayer de jouer le final en force. Mais ça, c'est compliqué de donner ce genre de tactique si tu sais pas quel Alaphilippe va avoir cette force-là en fait. On aurait pu, moi j'aurais pu l'anticiper plus parce que c'est quand même quelqu'un qui se prépare très bien pour ses objectifs, mais c'est aussi une question de c'est les coureurs et l'organisateur qui savent quelles jambes ils ont et quelles cartes ils peuvent jouer. Donc C'est-à-dire qu'en quelque sorte, cette tactique mise en place par l'équipe de France, elle convenait parfaitement au leader que les Bleus avaient en quelque sorte. comme ils avaient Sénéchal qui est quand même capable de suivre à peu près pour arriver dans un groupe de 10, 15 et jouer le sprint, et qu'ils avaient Alaphilippe qui était capable d'assurer devant. Donc oui, c'était la bonne tactique à faire, du coup, de tout faire exploser. Ils ont aussi eu un très bon Madouas qui a été devant pile au bon moment, et je pense qu'il vraiment sauve pas mal de choses dans le film de l'équipe de France, parce qu'il n'aurait pas été là, ça aurait été plus compliqué. C'est pas sûr que tout le monde suit Alaphilippe sur ses attaques s'il n'y a pas Madouas aussi devant quand Alaphilippe attaque dans le dernier mont pavé. Enfin, il y a Madouas qui lance à Philippe à un gros moment où il peut faire un premier trou et après c'est un gros effort que les adversaires doivent s'infliger pour revenir. Donc il y a eu des belles choses dans le fait d'être à l'attaque devant et d'avoir toujours des coureurs devant à récupérer. Mais on a vu aussi que par exemple, moi je quand même le regret qu'il n'y ait pas eu un Cosnefroy dans le groupe de tête, qui avait les capacités, je pense, pour être dans le groupe de tête et avoir plusieurs cartes, ça aurait été bien. Après, comme Alaphilippe était une jambe au-dessus, de toute façon, ça n'a pas compté, mais ça c'est quelque chose que j'ai regretté par exemple. Louis, est-ce que c'était la tactique parfaite de la part de l'équipe de France qu'on a pu voir dimanche? Bah oui, au final, on gagne, donc forcément qu'elle est parfaite. Mais en plus, c'était une tactique qui nous a fait kiffer pendant 4-5 heures de vélo. Donc franchement, non, il n'y a pas grand-chose à dire. Vauclair avait les bons éléments sélectionnés. Et puis les coureurs ont répondu présent au niveau de la forme. Et bon, ça se termine très bien avec le titre de Julien. Collectivement, ouais, c'est parfait. L'image de Manois qui lance Alaphilippe à 21 km de l'arrivée, elle est digne de ce qu'on avait vu à Innsbruck en 2018 quand on avait les 3 Français en tête dans la remontée. Voilà, c'est des belles images qui resteront, je pense, dans la mémoire des coureurs et puis dans les nôtres également en tant que suiveurs et quand même, faut se l'avouer, supporter de l'équipe de France. Et au final, cette tactique, elle vient plus d'où de Thomas Vauclair, des coureurs qui se sont adaptés? Un petit peu les deux. Vauclair et Alaphilippe, j'ai vu ça dans l'équipe. Vauclair avait envoyé un message à Alaphilippe au mois d'août pour lui dire comment tu sens la course. Alaphilippe avait répondu un peu de la manière dont Vauclair voyait la course. Donc les deux étaient d'accord et puis après faut composer le groupe, former l'esprit de groupe et puis c'est ce que c'est très bien faire Vauclair. On l'a vu pour les dernières sorties internationales. Et après les coureurs, je pense qu'on avait les coureurs pour dynamiter la course et en même temps dans notre équipe on n'avait quand même pas le meilleur sprinter si ça finissait groupé, donc on n'avait pas le choix, fallait tout péter et au final ça a marché. C'est vrai qu'en plus il n'y avait pas les oreillettes, donc c'est aussi davantage de travail à faire en amont pour que ça soit bien tout adapté et aussi laisser plus de responsabilité aux coureurs. Les coureurs, je pense nos coureurs français sont, je sais pas si on peut vraiment comparer par rapport aux autres équipes, mais j'ai l'impression qu'on a des coureurs qui savent courir à l'instinct, qui savent prendre des décisions en course. Alors, je ne sais pas pourquoi chez les Français, c'est peut-être plus inné que dans les autres nations, mais on a les coureurs qui savent courir comme ça sans oreillette. Geoffrey ? Ouais, le fait de courir sans oreillette permet aussi d'avoir cette tactique débridée beaucoup plus, parce que s'il y a les oreillettes, ça veut dire qu'il y a les directeurs sportifs qui en permanence peuvent dire l'écart à la seconde près avec les équipiers qui sont en tête de peloton, dire il faut être placé à tel endroit, il faut être placé à tel endroit, il faut laisser tel groupe, attention, là il y a lui qui vient de partir, on se met à rouler tout de suite. Typiquement, la course des Italiens, s'il y a des oreillettes, ça se retrouve pas à être la même, et donc la gestion des écarts avec les diverses échappées se retrouve à pas être la même. Et là, on refait toute la course à partir de 180 bornes de l'arrivée, et forcément, c'est tout ce qui se passe dans le final qui découle de ce bordel qui commence à 180 bornes de l'arrivée. Donc ça veut dire qu'une course autant débridée comme ça, avec oreillette, elle est pas possible ou presque? Elle est pas possible parce que on perd toutes les micro-latences où les coureurs ont à se rendre compte de ce qui vient de se passer. Alors que là, dans la voiture, ils sont 2 voire 3 devant l'écran, même s'il y en a un qui ne voit pas, l'autre peut dire tout de suite à côté, attention, il y a machin qui vient de partir, il faut dire à un tel et un tel et un tel d'aller se placer en tête de peloton.
Alors que si un tel et un tel, ils sont derrière en train de remonter leur leader ou d'aller chercher un bidon, bah, le temps qu'ils remontent en tête de peloton et qu'ils se rendent compte de qui a attaqué, forcément, le groupe qui vient attaquer peut prendre un peu plus de temps. Le bordel est plus facile à gérer quand il n'y a pas d'oreillettes. L'organisation absolue est plus facile à gérer quand il y en a. Et au final, la victoire, ce titre mondial, c'est plus quoi? C'est plus une victoire d'Alaphilippe qui était un cran au-dessus des autres, une victoire collective de l'équipe de France avec cette force collective, une victoire tactique avec ce que Vauclair a mis en place et insufflé à ses coureurs. Qu'est-ce que ça peut être le plus important? Bah, c'est sûr que la Philippe, il peut pas être autant en confiance s'il n'y a pas une équipe avant qui a déjà été très forte, s'il n'y a pas des autres coureurs autour de lui, s'il sait pas qu'il y a Sénéchal derrière, qu'au pire il se crame, bah tant pis, Sénéchal qui fera le sprint. C'est sûr qu'il y a tout ce contexte-là, ça compte. Donc même si t'es plus fort, t'es mis dans les meilleures conditions et ça t'aide à aller gagner jusqu'au bout, surtout si où il y a un état d'esprit qui est très conquérant et qui vraiment là on va aller pour gagner, on va battre les autres et qui est vraiment dans le bon état d'esprit. Et au-delà de ça, je veux dire, oui, il était très fort à la Philippe, mais toutes les attaques qu'il fait dans le final, s'il n'y a pas le bordel depuis 2h30 avant, bah, les Italiens, par exemple, Trentin est encore là, un mec comme Ballerini peut être encore là parce qu'il n'y a pas la même tension, donc il peut ne pas chuter. Et les autres équipes peuvent avoir beaucoup plus d'équipiers pour rouler en tête de peloton et annihiler toutes les diverses tentatives. C'est parce que ça a attaqué, que ça a couru à fond depuis 2h30, 3h avant son attaque à 50 bornes de l'arrivée, que cette attaque à 50 bornes de l'arrivée a un intérêt. Et après ces diverses attaques, que les dernières attaques permettent d'être décisives. Parce qu'au final, avec toute cette course, cette fatigue au final qu'il y a parmi tous les coureurs, c'est quoi? C'est que Alaphilippe creuse l'écart plus facilement ou parce que derrière c'est plus compliqué de s'organiser pour revenir sur Alaphilippe? C'est plus facile de distancer et de résister à un peloton qui est plus qu'à 25 coureurs depuis 1h30 qu'à un peloton qui est à 150 depuis 6 heures. En tout cas, la tactique a bien marché et comme vous le disiez, que je crois que c'était Louis qui le disait, ça a marché, Alaphilippe a gagné, donc de fait c'est une tactique qui s'est révélée parfaite. On va regarder un petit peu comment ça s'est passé chez les adversaires de l'équipe de France. Déjà, pour les points positifs, quels coureurs vous ont particulièrement marqué pour leur très belle course? Nelson Poles. Poles qui finit donc 5ème, tu l'attendais pas du tout Ah bah, je l'attendais, je pense, devant avec des purs Flandriens comme Van Baarle, comme Stuyven, sur une course aussi dure, aussi relevée, un peu en puissance, alors que c'est quand même un gabarit qui n'est pas tant de ça plus léger, mais un petit peu plus léger quand même, qui était très fort dans les bosses, qui s'est peut-être un peu trop cramé dans le final, qui a fait un peu trop derrière Alaphilippe, et qui aurait pu aller chercher le podium, mais c'était vraiment très très chouette de le voir comme un peu le coureur surprise, et on ne savait pas s'il pouvait être champion du monde ou pas, et c'était assez rafraîchissant, quoi. C'est un peu une des révélations, en quelque sorte, de ce mondial, de cette saison aussi, un petit peu, Nelson Poles. Bah, on l'avait pas vu dans un registre aussi flandrien, quoi, là, du coup. C'est un mondial, donc c'est toujours un peu plus particulier, mais c'était plus un grimpeur, baroudeur. Donc c'est sûr que c'était le coureur qui détonnait un petit peu au milieu des autres. Un peu le petit outsider que tu as envie d'encourager et que tu supportes un peu plus, surtout que c'était c'était quand même un peu l'américain au milieu de tous les Européens sur une course très européenne, donc ça renforçait un peu le truc. Geoffrey, est-ce que tu as un autre coureur qui t'a particulièrement marqué positivement? Moi, celui qui m'a particulièrement marqué positivement, c'est pas tant parce qu'il a fait une course exceptionnelle que je ne l'attendais plus à ce niveau-là, c'est Zdeněk Štibar. Moi qui suis beaucoup le cyclo-cross, je veux dire, je l'ai vu pendant maintenant près de 15 ans au plus haut niveau, et depuis quelques années, il y avait un léger déclin. Depuis le confinement, on le voyait en bon équipier, mais individuellement, il n'y avait pas énormément de résultats. Et j'ai été surpris de voir être encore dans le coup dans le final, et j'en étais très content. J'étais un grand fan de lui dans les labourés il y a une dizaine d'années, et encore quand il a débarqué sur la route de plus en plus après. Et je pensais que son temps était vraiment terminé, et de le voir aller chercher un top 10 avec la manière sur ces mondiaux-là, je ne m'y attendais plus à le voir à ce niveau-là. Et Louis, de ton côté, est-ce que tu as un autre coureur que Nelson Poles, Zdeněk Štibar, qui sont tous les deux dans des styles assez différents, mine de rien? On n'en a pas beaucoup entendu parler, mais Marcus Solgaard pour la Norvège, 12e, c'est un très très bon résultat. J'avais pas de récente perf de sa part sur une course de 270 km, mais en tout cas, il a bien tenu et il termine quand même
Entre Van Aert et Madouas, je pense que c'est pas trop mal. Le Norvégien qui était d'ailleurs le seul coureur d'une équipe de deuxième division dans le groupe pour la gagne au final, ce qui montre quand même. Mathieu Van Der Poel. Ouais, non, Oui. mais Mathieu- une vraie équipe de deuxième division, quoi. C'est vrai que Van Der Poel est chez Alpecin Phoenix, mais Alpecin Phoenix qui fait techniquement toutes les courses World Tour, donc c'est une simili World Tour, on va dire. Mais oui, dans les faits, il n'était pas tout seul, en effet. Sachant que Marcus Ulgaard l'an prochain sera chez Trek Segafredo, donc on pourra le voir sur davantage de courses World Tour. Alors, on va parler maintenant du pays qui accueillait ces mondiaux, la Belgique. La Belgique qui misait beaucoup sur Wout van Aert, on en a beaucoup entendu parler avant ces mondiaux. Il y a beaucoup de pression, peut-être même un peu trop au final. Wout van Aert qui finit finalement 11e, c'est Jasper Stuyven qui s'est retrouvé dans le groupe derrière Alaphilippe qui s'est dessiné dans les derniers kilomètres, après l'attaque décisive du Français. Est-ce que la Belgique a fait une erreur en misant tout sur Wout van Aert, selon vous? Mais après, la Belgique n'a pas tout misé sur Wout van Aert, puisqu'on a vu que Stuyven était protégé aussi et qu'il a pu jouer sa carte et que même Evenepoel, je pense, pouvait jouer sa carte, puisqu'après il est parti un peu loin. Mais je pense que c'est plus un problème de le leader prévu, il n'a pas les jambes et du coup il peut pas aller gagner face à un autre coureur qui est surpuissant. Mais il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la tactique de l'équipe de Belgique. Pour moi, c'est plus des petites erreurs par-ci par-là. Il y a un moment, ils ont essayé de cadenasser la course, ils ont un peu grillé des forces avec Kim de Klerk, avec des coureurs comme ça, au lieu de se garder pour plus tard. Et certaines attaques d'Afilippe, ils auraient dû un peu plus. Il y a des petits défauts comme ça. Evenepoel qui se grille de manière absolument inutile, alors que le groupe derrière était déjà à 2 minutes. Il y a des petits manquements de gestion comme ça. D'erreurs énormes. Stuyven, il aurait très bien pu faire deuxième, troisième. Wout van Aert, dans la même configuration, peut-être fait deuxième, troisième aussi, donc ça n'aurait pas été très différent. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le problème, c'est plus un problème d'adaptation par rapport au fait que Wout van Aert était un peu moins en forme que prévu. Ouais, ils ont réussi à s'adapter, puisque Stuyven s'est retrouvé dans une position assez bonne. Après, c'est juste qu'ils n'avaient pas les jambes pour aller gagner et qu'ils se sont retrouvés dans une configuration de course qui les a désavantagés, quoi. Ils n'ont pas couru idéalement, mais c'est pas tellement, je pense, le problème de la course en soi. Je dirais que un problème plus, par exemple, c'est toujours le problème de la médiatisation dans les médias belges de Wout van Aert, ça fait un mois que tout le monde l'annonce vainqueur du championnat du monde et que faut pouvoir encaisser ça aussi, quoi. Geoffrey, est-ce que toi, tu as vu un peu des erreurs également de la part de l'équipe belge? Evenepoel qui en fait beaucoup, et ça c'est C'est du C'est un Evenepoel. pléonasme. ça devient sa marque de fabrique. Van Aert se retrouve à pas avoir les jambes au moment où la fille attaque. Bon bah ça c'est pas de chance. Ils ont rattrapé le coup avec Stuyven qui était devant, mais il n'y avait plus rien à faire à partir du moment où la Philippe était beaucoup trop fort. Stuyven fait 4. Bah, le sprint avec Van Baarle, Valgren et Paoles, on le refait 4 ou 5 fois. La moitié du temps, Stuyven se retrouve à être sur le podium et déjà là, le bilan serait plus le même. À mon avis, le bilan côté belge peut se retrouver à être amer parce que il y a le contre-la-montre où ils font 2 et 3, que déjà l'année dernière, Van Aert il faisait deuxième du chrono, deuxième de la course en ligne. Et il y a cette répétition d'échecs qui se retrouve à peut-être faire beaucoup, surtout que là, il y avait le côté à domicile en plus, qui mettait un peu en exergue la volonté de voir Van Aert s'imposer. Les stratégies, elle était ce qu'elle était, mais je ne l'ai pas trouvée particulièrement mauvaise. On peut prévoir la stratégie qu'on veut à partir du moment où le leader est pas le plus fort et qu'il y a un mec devant qui est intouchable, bah, on ne peut plus gagner. Et Van Aert ne pouvait plus gagner. On n'était pas non plus dans le cadre d'une course qui n'est pas gagnée sur une défaite parce qu'il y a une erreur flagrante comme Mathieu Van Der Poel dans Yorkshire qui explose complètement parce qu'il gère mal son effort. Il était moins fort, il n'a pas gagné. En quelque sorte, il n'y avait rien à faire pour la Belgique, c'est ce que tu dis? Vu comment la course s'est déroulée, ce qu'il y avait à faire, c'est du coup de lancer Stuyven à l'avant pour qu'il aille faire quelque chose. C'est ce qu'ils ont été fait et bah pas de chance, il prend la place du con à l'arrivée, quoi. Jasper Stuyven en finissant 4. Mais ils ont su bien se rattraper justement parce qu'il y avait plus ou moins ce plan B avec Stuyven qui aurait pu faire l'affaire. Pour moi, il y a quand même un tournant dans la course belge. Et bah, c'est au moment de l'attaque de la Philippe dans le Mont Pavé. Et bah, c'est là où d'ailleurs, il me semble que c'est le moment là où le groupe final se forme et les Belges passent de la grosse armada où il y avait encore Benoît, Tuns, Kampenarts, voire même Lampart et De Klerk peut-être encore à ce moment-là. Et du coup, au final, l'attaque de la Philippe a permis de supprimer quasiment toute l'équipe belge. Et c'est au moment-là, il se retrouve plus que 2 devant
plus Remco qui sera rejoint après. Et je pense que c'est là que la course belge, elle bascule et qui perd le collectif qui permettait à Van Aert d'être parfaitement encadré. Surtout qu'ils font un choix un peu bizarre à ce moment-là, c'est de rouler pour revenir sur Evenepoel, quoi, au lieu de laisser des coureurs comme Alaphilippe faire l'effort pour recoller, ou c'est eux qui prennent les choses en main et qui décident de ok, les mecs derrière ils sont morts et puis on va partir à 3 comme ça. Comment t'expliques justement qu'ils aient voulu revenir directement sur le groupe Evenepoel qui était juste devant? Parce que je pense qu'ils se sont dit que c'était le bon coup et qu'il fallait recoller vite et puis comme ça on s'organisait et puis c'était plus pratique. Je pense que c'est un peu un réflexe, mais c'est sûr que là typiquement avec une oreillette, si tu aurais été un directeur sportif, tu peux te dire ok, les mecs vous restez dans le groupe d'Alaphilippe, vous temporiser, on va essayer de faire revenir des mecs de derrière et puis après on se réorganise et puis on va voir ce que s'y passe. On a toujours Remco devant, on va laisser jouer sa carte et puis on va gérer comme ça et puis c'est aux autres de revenir. Après tu peux jouer ça différemment. Après c'est sûr que c'est peut-être pas là qu'ils perdent la course non plus, hein, mais c'est pas effectivement a posteriori ça s'avère être un mauvais choix. Sur le moment, ça peut se dire aussi que ok, on va être 3 devant et puis on va être en supériorité et puis ça va être très bien. Et ça pouvait aussi peut-être, d'une certaine manière, éliminer ceux qui étaient derrière avec des coureurs comme Sagan, comme Matthews, d'autres coureurs qui Bah, pouvaient également être dangereux si ça ou, revenait. ou typiquement, tu vois, si un sénéchal recolle pas et pas capable de suivre et que t'as que Alaphilippe et Madouas, c'est pas forcément la même course derrière non plus. Donc Et alors vous avez parlé un peu de Remco Evenepoel. Est-ce qu'il a été mal utilisé dans cette course, dans l'ensemble? Non, il a été parfaitement utilisé, à mon sens, quand il suit l'attaque de Cosnefroy, parce que s'il se retrouve pas devant, il n'y a pas de raison que Tim Declercq aille devant aussi, et les équipiers se seraient retrouvés à être cramés parce que ça aurait été à eux de rouler en tête de peloton. Si Evenepoel va pas devant, les Belges se retrouvent dans la position des Italiens, à ce moment-là de la course. C'est-à-dire qu'au moment où Cosnefroy attaque, il n'y a que Evenepoel qui était en mesure de suivre le Français? Pas nécessairement en mesure, mais il fallait mettre un mec du calibre d'Evenepoel. Ils ont mis Evenepoel, ça aurait pu être un gros calibre, pas Van Aert forcément, mais un Stuyven ou quelque chose comme ça, mais il fallait avoir le coffre pour rouler devant un long moment. Et on reprend toute la liste de l'équipe belge, on dit la course se lance à 180 mecs de l'arrivée, il y a des costauds devant, on met qui? Evenepoel, ça semble un choix logique pour attaquer de très loin. Il était bien dans son rôle à cet endroit-là, surtout qu'il courait comme équipier justement pour Van Aert, donc il n'y a pas de souci pour moi à le mettre là. Et après, même dans la transition entre le circuit flandrien et le circuit de Louvain, une fois que le groupe s'est véritablement détaché, où Evenepoel prend un relais de 20 km quasiment. bah il fait un peu n'importe quoi à ce moment-là, mais bon, c'est sûr que autant il peut rouler un petit peu au départ, finaliser l'écart et que ça revienne pas. Quand tu te retournes derrière et que ça commence à être un peu beaucoup plus limité, qu'en plus il y avait probablement quand même des assistants au bord de la route pour dire aux Belges d'établir la tactique, ou même un mec comme Stuyven qui est quand même un peu d'expérience des courses comme ça, de dire à Evenepoel, ok, garde des forces, calme-toi un peu, fais un tempo si tu veux, mais on va rester à 3. C'est sûr que ça aurait été plus facile si t'avais toujours Evenepoel derrière qui avait été capable de essayer de rouler un peu sur Alaphilippe pour minimiser les écarts à chaque fois, quoi. Moi, par rapport à ce que dit Johan, tu m'avais posé la question, Mathieu, en demandant est-ce que les Belges ont utilisé Evenepoel à bon escient? Je pense que les Belges ont utilisé Evenepoel à bon escient. En revanche, Evenepoel a utilisé Evenepoel à très mauvais escient en faisant n'importe quoi. Mais ça, ça reste un coureur qui est encore très jeune et faut qu'il apprenne à perdre pour savoir quand faire ses efforts. C'est vrai qu'après, en plus, il me semble, sur cette transition-là, je crois que c'est Wout van Aert qui demande à Evenepoel de rouler. C'est pas que Evenepoel qui fait l'erreur tout seul, entre guillemets. Non, pas. C'est une défiance d'équipe belge. De toute façon, ils sont 3 qui décident comment s'organiser à ce moment-là. Donc, ils auraient pu essayer typiquement, d'aller voir les Italiens. Ils disent, ouais, ok, tu mets Badjoli à rouler, moi je mets Evenepoel à rouler, et puis on prend des relais, peut-être pas 50-50, mais un peu plus soft, et puis gérer un peu de cette manière-là, quoi. Madouas saurait jamais rouler, mais tu vois, faire une petite entente avec les Italiens pour essayer de calmer le jeu et de contrôler un peu la France. Badjoli a peut-être passé un relais dans l'affaire quand même, le temps que Evenepoel récupère un petit peu. Ouais, histoire qu'il boive dans son bidon, quoi. Mais, Et justement, les Italiens, c'était la 3e nation à 3 coureurs dans ce bon groupe avec les Belges et les Italiens. Au final, on a seulement Sonny Colbrelli 10e, puis Nizzolo et Badjoli ont craqué dans le final. Qu'est-ce qui leur a manqué aux Italiens dans le final pour faire mieux? de pas être tout le temps à contre-temps, parce que déjà quand tu crames la moitié de ton équipe parce que t'as loupé le premier coup de la journée avec des mecs dangereux, ça aide pas derrière. Honnêtement, Colbrelli et Nizzolo, ils avaient un très 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 gros niveau.
Nizzolo, je l'attendais pas aussi fort, et Colbrelli, quand il suit l'attaque d'Alaphilippe à 50 km de l'arrivée à peu près, enfin, c'est quand même vachement impressionnant. Oui, c'est dans Euh, le Smeisberg. Oui, je retiens pas les noms. Je les ai notés. Hein. Mais oui, enfin, les deux étaient très forts. Après, ils sont un peu marchés dessus, j'ai l'impression. Ils sont pas très bien entendus entre eux quand ils étaient tous les deux dans le final. Il y a Nizzolo qui roulait un petit peu, mais pas trop, qui jouait un peu sa carte, mais pas trop. Colbrelli qui restait un peu planqué. Enfin, ils ont pas trop réussi à s'entendre, je pense. Je pense que c'est vraiment un problème de. Ils ont pris la course à l'envers un peu tout du long, et du coup, au final, le résultat, il est pas là, quoi. Louis, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la course des Italiens, toi? Donc, c'était tout simplement pas leur jour. Voilà, il y a eu le début de course, c'était pas à leur faveur également. Voilà, il y a eu les chutes. Ballerini, Baggioli et Trentin sont tombés en début de course. Alors, comme disent certains, on ne gagne pas la course sur la première heure, mais on peut la perdre. Et ça a été le cas pour les Italiens sur les chutes. Et puis après, bah, sur le premier mouvement de course où ils ont pas été là. Et bah, forcément, voilà, c'est la course débridée, notamment lancée par l'équipe de France, a permis justement d'éliminer un petit peu des piliers italiens qui auraient pu être bien utiles dans le final pour aider Colbrelli. Geoffrey? Moi, ce qui leur a manqué, c'est une stratégie. Alors peut-être les oreillettes aussi, mais je veux dire, la France, il y avait une stratégie avec Alaphilippe leader en mettant le bordel de très loin et ça a fonctionné. Les Belges, il y avait une stratégie. C'était tout pour Van Aert avec des petits ajustements dans le rôle de chacun. Ça n'a pas marché. L'Italie, ils sont venus avec quel objectif? On n'en sait rien. Colbrelli, Nizzolo étaient très forts. Colbrelli qui craque par moment et qui attaque. Pourquoi il cherche à attaquer? Est-ce qu'il y a un travail d'équipe dans le final? Mais pourquoi il ne suit pas nécessairement toutes les attaques avec un Nizzolo plus dans un rôle de sprinter éventuel? C'était relativement illisible, à part, enfin le seul moment où c'était lisible, c'est quand ils étaient les seuls couillons à être derrière et que c'était à eux d'aller rouler. Mais sinon, à aucun moment on a compris ce qu'ils essayaient de faire. Pour moi, ce qu'il a manqué aux Italiens, c'était une stratégie. Pour finir sur cette course en ligne, messieurs, un petit mot sur Mathieu Van Der Poel qui finit 8e et qu'on pouvait attendre pour le titre. Est-ce que c'est une déception pour le néerlandais ou finalement pas tant que ça avec ce qu'on a vu de lui récemment et après sa chute au VTT au JO? Au vu de sa préparation, je pense qu'il a à sa place. C'était un peu l'inconnu avant le départ et finalement, bah, il a pas pesé sur la course. Voilà, c'est juste ça qui lui manque. Après, voilà, il obtient une 8e place avec la préparation qu'il a eue. Bon, ça reste correct. Après, c'est sûr qu'un champion comme Van Der Poel, il vient pas pour faire 8e sur un championnat du monde. Il n'avait pas les jambes, mais après, je trouve qu'il a assez bien joué dans le sens où il a assez vite fait comprendre, je pense, à Van Barle que, ok, il va jouer ta carte, et puis moi, je suis un peu limite, je n'ai pas spécialement les jambes pour faire quoi que ce soit. Donc, s'il n'avait pas les jambes pour faire plus, il est à sa place. Voilà, comme il a dit Louis, c'est pas mal. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire sur la course en ligne. On pouvait encore dire bien d'autres choses, mais il fallait encore 3 jours pour en parler, tellement il s'est passé de choses. On va dire un petit mot à présent sur la course en ligne dames, qui pour le coup a été beaucoup moins animée que la course messieurs. Pour reprendre le commentaire qu'il y a eu sur le forum, c'est le fait que les courses dames deviennent chiantes comme ça, c'est la preuve de la hausse de niveau. Comment t'expliques qu'il ne s'est pas passé grand-chose? C'est les Néerlandaises qui ont imposé leur tactique à tout le monde? De toute façon, comme d'habitude, il y a tout le monde qui attend un peu que ce soit les Néerlandaises qui bougent les premières. Il n'y avait pas tellement de nations en face qui avaient spécialement d'intérêt à tout faire exploser. Enfin, les Allemandes avaient des coureuses qui étaient plutôt soit des très bonnes puncheuses, donc il n'y avait pas spécialement besoin de décanter ou qu'aller assez vite au sprint. La Belgique, pareil, c'était pour Kopecky, donc c'était un sprint. Les Italiennes, tu pouvais essayer de faire péter pour Longo Borghini, mais enfin, le problème, c'est que si tu fais ça, elle se retrouve face à 2 Néerlandaises et tu sais qu'il faut qu'elle arrive toute seule, donc c'est compliqué. Donc autant miser sur une arrivée un peu plus groupée avec plus de. Les autres nations n'avaient pas la force de tout faire exploser, donc oui, forcément, si les Néerlandaises ne font pas exploser la course, on se retrouve dans une course d'attente et une course d'usure, et c'est la course qu'on a eue, quoi. Ça, c'est que si une nation fait tout exploser et qu'on se retrouve à avoir juste les 15 meilleurs à la pédale qui sont devant, des Néerlandaises, il y en aurait eu 6 ou 7 dans les 15. Les autres nations, elles en auraient eu 2 ou 3 maximum. Aucune équipe n'avait intérêt à faire ça, et faire ça, c'était se tirer une balle dans le pied, même si on avait une concurrente qui était très forte. Et maintenant, comme disait Johan, en plus, les autres nations, leur meilleure carte, a priori, c'était un sprint. Donc ça n'incitait pas à ce qu'il y ait un mouvement en plus. Donc tant que les Néerlandaises ne font pas tout péter, ça restait groupé.
Et donc justement, la victoire s'est jouée au sprint avec Elisa Balsamo qui devance Marianne Vos. Déjà, juste pour ce sprint pour les Néerlandaises, Johan, est-ce que ça a peut-être été un peu mal géré de la part des Néerlandaises, hein? Ah, le sprint, c'est une catastrophe. T'avais Vollering, Van Dijk qui était toujours là en plein milieu, mais un peu cramé, donc du coup, qui faisait des cassures, et Vos qui devait remonter. Enfin, c'était un peu n'importe quoi, alors qu'à côté, t'avais Balsamo qui était dans la route Longo-Borghini, qui a été lancé parfaitement, idéalement placé, nickel. Toute l'équipe italique s'est mise en ligne quand il fallait, où il fallait. Donc oui, forcément, tu pars avec un petit désavantage. Donc c'est le résultat qui est dans la logique de l'approche du sprint. Mais de manière générale, de toute façon, ça illustre un peu la course des Néerlandaises qui ressemblait pas à grand chose, mais ça c'est comme d'habitude un peu. Elisa Balsamo, au final, donc, qui s'est imposée devant Marianne Vos, elle a seulement 23 ans, c'est pour la qualifier, c'est une jeune coureuse très prometteuse. Très très prometteuse. Elle a déjà des résultats excellents sur la piste depuis de nombreuses années. Elle fait partie d'une génération de poursuiteuses italiennes. Je veux dire, Maria Giulia Confalonieri est passée par là, Laetitia Paternoster aussi. Je veux dire, c'est la génération plus ou moins un an de toutes ces filles-là et de plein d'autres. C'est des médailles à plus savoir quoi en faire dans les catégories de jeunes et même chez les élites sur la piste. Et elle a que 23 ans, ça commence à arriver sur la route aussi. Et les victoires sont là un petit peu. Bah, je veux dire, elle était déjà championne d'Europe sur route l'année dernière, à Plouay, dans la catégorie espoir, si je dis pas de bêtises. Mais non, je veux dire, elle avait un gros potentiel, elle commence à confirmer. Et une Italienne qui gagne au sprint avec Marianne Vos qui fait deuxième, ça nous ramène 15 ans en arrière. 15 ans, ouais, peut-être pas. Bah, 10 à 15 ans. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, 14 ans, donc c'est quand même pas... Pas très éloigné de ce que tu disais. Bon, bah, on suivra Elisa Balsamo à l'avenir. En tout cas, c'est la relève du cyclisme. Et puis, comme vous le dites, hein, les Italiennes, il y a pas mal de jeunes coureuses. Il y a Consoni, il y a Cavalli. Ce qu'on peut montrer quand même pas mal en opposition avec l'équipe néerlandaise qui avait seulement Demi Vollering, qui avait moins de 30 ans. C'est la seule- Ça a même été critiqué du coup dans les journalistes néerlandais. Justement, la question de quand toutes les vieilles de l'équipe, il y a Van der Breggen qui va partir à la retraite, il y a Chantal Blaak qui va partir à la retraite, Van Dijk qui allait commencer à être sur le sol de la retraite, Van Vleuten ne va pas durer encore 30 ans, enfin, a priori. Du coup, tu fais quoi pour renouveler l'équipe? Il n'y a eu aucune autre jeune coureuse, à part Vollering, qui a été dans les sélections, quoi. Ça a toujours été les mêmes depuis 10 ans. Et là, la question de reconstruire l'équipe néerlandaise, maintenant, elle se pose de manière assez un peu compliquée, quoi, parce qu'il n'y a plus aucune coureuse qui a l'expérience de cette équipe. Et surtout qu'ils ont conduit pour 3 ans la sélectionneuse actuelle, qui est une catastrophe, mais voilà. Et pour finir, les Françaises, on avait une seule représentante dans le bon groupe au final avec Audrey Cordon-Rago après une attaque d'Otbianic dans le final. Est-ce que les Françaises pouvaient espérer mieux véritablement ou pas? Oui. Après, sur la course qu'on a eue, non, parce qu'elles n'avaient pas les jambes, mais c'est vraiment... Eugénie Duval n'était pas à son niveau, Evita Music n'était pas à son niveau, Juliette Labousse n'était pas du tout à son niveau. Donc après, forcément, t'avais Cordon, Bianic et Fournier qui étaient à leur niveau à peu près attendu, mais c'est forcément plus compliqué pour exister dans une course d'aussi haut niveau, quoi. Après, c'est quand même assez rassurant de voir que même avec des coureuses qui sont pas dans un bon jour, t'arrives à quand même avoir 5 coureuses dans les 50, quoi. Donc c'est quand même qu'il y a une densité française qui commence à être présente et qui est quand même intéressante. Mais Ouais. 5 coureuses dans les 50, il y en a une dans les 45 ou presque, donc c'est pas non plus... Tout dépend de quel chiffre on prend, oui. ouais, mais c'est un peu comme l'équipe du Danemark sur la course. C'était une équipe monstrueuse sur le papier, et puis au final, il n'y a que Valgren qui était en condition. Il faut un podium, alors Oui. que Audrey Cordon, elle finit quoi, 26, 27 dans ces eaux-là. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on n'a pas les courses de pente, on n'en a pas assez. Donc forcément, dès que tu as une défense d'une leader, on se retrouve derrière. Bon, avec tout ça, on a bien fait le tour de ces mondiaux. On avait déjà évoqué les contre-la-montre la semaine dernière. Là, on a bien parlé des courses en ligne. On va regarder ce qui nous attend le week-end prochain, à savoir Paris-Roubaix. Enfin, on va dire quand même, enfin, 30 mois après, 2 ans et demi après, on va avoir de nouveau un Paris-Roubaix. On va avoir un successeur à Philippe Gilbert. Et tout simplement, je vous demandais qui est-ce que vous voyez lever les bras dimanche sur le vélodrome de Roubaix. Louis, pour commencer, qui est ton favori pour l'Enfer du Nord?
Et ben pour moi, c'est Jasper Stuyven. Il est en grande condition. On l'a vu dimanche, on l'a vu sur la Primus Classique. Il est monté en puissance sur le Tour du Benelux. Voilà, Jasper Stuyven, pour moi, ce sera mon favori dans l'Armada Trek. Un coureur qui s'est montré bien en forme sur ces mondiaux, donc on peut dire qu'il devrait avoir de très bonnes jambes également le week-end prochain. Geoffrey, de ton côté, qui est ton favori? Alors, dans la course junior, Eddie Le Huitlouz, dans la course féminine, Marianne Vos, et dans la course masculine, le collectif de Koenig Quick-Step dans l'ensemble, et Sénéchal en particulier, mais pourquoi pas Stybar ou Lampart, enfin, un de Koenig Quick-Step. Pour toi, c'est Sénéchal qui serait la meilleure carte chez Patrick Lefebvre? Je pense maintenant la meilleure carte chez Patrick Lefebvre, c'est pas nécessairement le coureur qui gagne chez Patrick Lefebvre. J'aurais pas nécessairement misé sur Philippe Gilbert il y a 2 ans. J'aurais pas nécessairement misé sur Stein de Volder quand il gagnait le Tour des Flandres. J'aurais pas nécessairement misé sur Service Knaven en 2001, pour citer que quelques exemples parmi tant d'autres. Donc ils ont un effectif suffisamment large pour qu'il se passe beaucoup de choses. J'ai pas cité Casper Asgreen, pourquoi pas. Ils ont l'équipe pour gagner, ils ont l'habitude de gagner, et je vois un coureur de cette équipe-là s'imposer. Et si en plus ça pouvait être Sénéchal, un Français qui levait les bras dans Paris-Roubaix, ce sera encore meilleur. Ah, c'est sûr que ça serait pas mal, hein. 24 ans après Frédéric Guélon, on n'a toujours pas de Français qui a levé les bras. 24 ans et demi. 24 ans et demi, hein. Tu fais bien de préciser. Johan, ton favori pour finir? Bah, moi, un coureur qui a fait un très beau mondial dans son style, qui était plus costaud que d'autres coureurs dans sa catégorie, qui a été très efficace dans son équipe en tant qu'équipier, qui aurait pu s'accrocher s'il y avait eu un sprint à 50 coureurs, et qui adore la course qui Paris-Roubaix, donc Arnaud Demar. Donc un deuxième Français, donc on a quand même 2 Français sur 3 que vous nous citez. Donc on est mal parti pour dimanche, donc c'est Surtout ça? que là, c'est la chance de la carrière de Demar, puisque Demar, son pic de forme, c'est toujours en fin de saison, genre sur Paris-Tour, les trucs comme ça. Donc pile dans la période, ça va pas se reproduire souvent, on espère. Son pic de forme, c'est un peu plus fin août, autour du Tour de Poitou-Charentes en général. Ouais, mais là, on est sur la prolongation du Tour de Poitou-Charentes, là, il va être bien. Voilà. Mais du coup, ouais, il peut être pas mal. Et puis, je crois pas trop, à mon avis, tu vois, Louis parlait de Stuyven. Moi, je pense que typiquement, tous les coureurs qui ont été dans le premier groupe sur le mondial, ils risquent d'être un peu raides sur les derniers kilomètres à Roubaix. Moi, je vois plus un coureur du deuxième peloton être à l'avant sur Roubaix et aller gagner sur la course sur le Vélodrome. Parce que tu penses que les 270 km courus à fond, alors que Desmar, sur la fin, il a levé le pied, hein, tu penses que pour les coureurs qui étaient dans le premier groupe, ça va peser sur la fin? Bah, ça dépend des coureurs. Je pense à Mathieu Van Der Poel, ça peut pas trop lui peser parce qu'il a pas trop été actif. Mais typiquement, un Wout van Aert qui a été très impliqué dans la course, des mecs comme Stuyven, finit leur sprint assis sur la selle au bout de l'effort. Enfin, il va quand même falloir récupérer de ça. Et puis à Roubaix, ça va partir à fond et ça va aller à fond du début à la fin. Donc, il va falloir pouvoir réenchaîner l'effort et à une semaine d'intervalle, ça va quand même être physiquement assez compliqué, quoi. Après, les pronostics vont être aussi relativement différents en fonction de la météo. Parce que ça fait des années et des années qu'on attend de la pluie pour Paris-Roubaix, donc forcément on n'en aura pas, mais si jamais il y en avait quand même, ce ne sont pas nécessairement les mêmes coureurs qui seraient vus à l'avant. Et si c'est très boueux et glissant, du coup forcément ça ne le sera pas. Mais un Mathieu Van Der Poel avec ses capacités d'agilité et de puissance, la combinaison des deux, font pour moi qu'il pourrait avoir beaucoup à tirer profit d'un Paris-Roubaix humide. Donc parmi les 3 noms que vous m'avez cités, Stuyven, Sénéchal, Desmar, c'est Van Der Poel qui aurait le plus de chances de s'imposer un peu derrière, parce que on parle beaucoup de Van Der Poel, de Van Aert sur toutes les classiques flandriennes. Là, c'est un peu plus le néerlandais qui aurait l'avantage. Après, ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de Paris-Roubaix, donc en vrai, on manque de repères sur Il a jamais qui fait va de être le Paris-Roubaix, coureur. hein, Oui, Van voilà. Der Poel. Donc ça manque de repères sur qui va être le coureur en forme. Est-ce que Van Der Poel, par exemple, il va savoir se placer au bon moment, au bon endroit? Parce que pareil, au-delà de lui, son équipe non plus, elle n'a pas expérience de Paris-Roubaix. Donc il y a Sylvain Dillier, mais ça va Sylvain être compliqué. Dillier, son résultat dans Paris-Roubaix, c'est via une échappée, donc il n'y a Oui, pas voilà. non plus Donc, la partie de placement qui est là.
Oui, voilà, donc ça va être compliqué pour lui de se faire gérer tous ces aspects-là de la course sur une course qu'il découvre et qui est quand même une course qui sourit souvent aux coureurs expérimentés. C'est rarement aux petits nouveaux qui débarquent et qui cassent tout. Donc c'est-à-dire que Van Der Poel qui en sera à son premier Paris-Roubaix, Van Aert qui en sera seulement à son troisième Paris-Roubaix, il vaut mieux attendre encore quelques années pour, selon vous, les voir. Enfin, il faut attendre encore quelques années pour les voir encore plus vainqueurs. Non, mais pour Van Der Poel, on a aussi l'inconnu de son état de forme. Il est costaud, parce que sinon il n'aurait pas fait un top 10 aux mondiaux. Mais s'il était très costaud, on l'aurait vu attaquer. Un Mathieu Van Der Poel qui attaque pas, c'est un Mathieu Van Der Poel qui n'est pas au meilleur de sa forme. Donc là, il va se passer quand même une semaine entre les deux. Il peut se passer plein de trucs. Je veux dire, la course de fin de saison, si on reprend les Paris Tours de la Coupe du Monde d'il y a quelques années, on voyait beaucoup de coureurs qui étaient au-dessus de ce qui aurait été leur niveau, parce qu'il y a toute la partie fatigue de fin de saison qui est à prendre en compte. Et là, on a ça sur un Paris-Roubaix. On n'a pas particulièrement de repères sur 3 semaines de Flandrienne comme on a d'habitude. La course promet d'être ouverte. On n'est pas à l'abri d'une surprise, on n'est pas à l'abri d'un coureur expérimenté non plus. Un John Degenkolb, par exemple, peut se retrouver à faire quelque chose. Un Seb Van Mark peut aller faire un top 10, pas le gagner, parce que c'est Seb Van Mark, mais être parmi les meilleurs. On n'est pas à l'abri non plus que l'échappée matinale ait eu au bout, parce que sur Roubaix, c'est quelque chose qui arrive et que c'est pas sûr que le peloton soit parfaitement organisé derrière pour aller le chercher. Mais c'est ça, quoi. Après, ça reste Paris-Roubaix, quoi. C'est une course où... Est-ce qu'un favori va gagner? Bah oui, c'est possible, c'est arrivé souvent. Est-ce qu'un outsider va gagner? Bah oui, c'est possible, c'est arrivé souvent. Un mec tout seul va gagner? Ouais, peut-être. Un sprint en petit groupe? Ouais, peut-être. L'échappée matinale? Ouais, peut-être. Pas d'échappée matinale et parce que ça bourrine pendant 100 bornes et la sélection elle commence sur les premiers pavés? Bah ouais, peut-être aussi. C'est ça Donc qui est beau avec en Paris-Roubaix, fait. c'est que on peut rien prévoir tellement il peut tout se passer. Et ben, on verra ça, on suivra ça. Donc dimanche prochain, Paris-Roubaix qui part vers 11h à peu près. Donc diffusion intégrale, autant dire qu'il faut rien prévoir de son dimanche. Avec en apéritif la veille le premier Paris-Roubaix féminin. Donc on suivra. C'était Marianne Vos que tu nous disais, toi, Geoffrey. Johan, ça serait qui ta favorite? Moi, celle qui a la plus belle technique sur les pavés plats de ce que j'ai pu voir, c'est Chantal Black. Mais c'est toujours le problème du manque de repères pour une course qui a jamais existé chez Féminine, quoi. Donc, Et puis l'habitude sur des pavés plats, c'est sur les courses qu'il y a aux Pays-Bas ou dans les Flandres en Belgique, et c'est pas du tout le même pavé non plus. Donc, moi, l'expérience sur un terrain très moche, j'ai essayé de j'ai essayé de chercher plus les cross-women qu'il y avait sur la start list, et vu la forme qu'elle avait la semaine dernière, c'est pour ça que j'avais dit Marianne Vos. Au-delà du fait que je suis forcément jamais objectif quand je parle de Marianne Vos, mais ça c'est quelque chose d'autre. Eh bien, on verra ça. On suivra ça donc pour ces Paris-Roubaix, puisque pour la première fois, on aura Paris-Roubaix féminin et masculin. C'est une nouveauté de cette année 2021 qui aurait dû avoir lieu déjà l'année dernière. Donc, ce week-end, rendez-vous dans le nord de la France pour Paris-Roubaix, double édition, même triple édition avec les juniors. Avec tout ça, on arrive tranquillement à la fin de ce podcast. On a bien parlé des mondiaux de Paris-Roubaix. Johan, Geoffrey et Louis, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour parler de tout ça, de ce programme très riche et d'avoir débriefé cette victoire, ce deuxième titre mondial de Julien Alaphilippe. On le rappelle, on a quand même un Français qui va être 12 mois de plus avec le maillot arc-en-ciel, et c'est pas rien ça. Et en attendant, pour le prochain podcast Le Chasse-Patate, on se donne donc rendez-vous dans une semaine pour débriefer justement Paris-Roubaix, l'enfer du Nord, avec bien évidemment nos chroniqueurs habituels, et je compte notamment sur Geoffrey qui aura peut-être le temps de nous faire une post-reconnaissance après la course, peut-être, pourquoi pas. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate.